Bonjour, et bien d'abord merci à la F et aux ANMT de m'accueillir dans ce très bel endroit que je découvre et qui est magnifique pour vous parler, pour entamer cette journée avec un clin d'œil affectueux et de mon rétablissement à Yann Potin, de la reconstitution de l'état civil de Paris qui a été détruit durant les événements qu'on appelle de la Commune. Donc mon propos va se décliner en 4 points. Je vous parlerai dans un premier temps des quelques repères en matière d'état civil en France, sur lesquels je passerai rapidement, et puis je vous présenterai en détail, brièvement, mais quand même pour vous donner une idée de la perte fondamentale des collections durant les incendies dits de la Commune, les collections d'état civil. Et puis je vous parlerai, et c'est le cœur du sujet, de la première reconstitution dite officielle qui a eu un enjeu majeur, celui de la valeur probante pour cette reconstitution, et dans lesquels un travail d'archiviste a été fondamental. Cette reconstitution officielle s'achève en 1897, mais les archivistes continue à œuvrer pour la reconstitution de l'état civil perdu, cette fois sans valeur probante, et c'est ce que je vous présenterai en 4e point avant la conclusion. Alors, je voulais vous présenter brièvement les grandes étapes de l'état civil en France. Donc, nous sommes tous archivistes plus ou moins confrontés à l'état civil dans nos travaux. Il y a, donc vous le savez, une ordonnance de Villers-Cotterêts qui qui demande l'établissement de registres de baptême pour l'essentiel dans les paroisses, puis de mariage. Et ces ordonnances pour l'établissement de registres paroissiaux s'étoffe jusqu'à la création d'un état civil laïque en 1792 et qui implique la tenue en 2 exemplaires d'actes de naissance, mariage, décès. Une collection est donc conservée par les communes, un double est envoyé au bailliage correspondant. C'est donc la naissance de l'état civil contemporain tel que nous le connaissons aujourd'hui. J'attire votre attention sur la création en 1877 du livret de famille, qui est en fait conçu comme un 3e exemplaire de l'état civil, mais qu'on pourrait appeler plus individuel, et qui est inspiré directement de l'expérience de la perte des actes lors des incendies de la Commune. Alors après, ce qu'il faut avoir à l'esprit aussi, c'est que le territoire parisien évolue. En 1860, les communes suburbaines, comme on les a appelées, sont absorbées et la ville de Paris passe de 12 à 20 arrondissements. Malheureusement, en fait, ça aura aussi... c'est pas l'agrandissement de Paris qui aura des conséquences sur la perte d'état civil, mais en tout cas, l'état civil lié à cette fusion et à cet agrandissement de Paris sera lui aussi perdu. Alors, pour revenir dans un 2e point sur les incendies de la Commune de Paris, donc en fait, ces incendies ont eu lieu durant ce qu'on a appelé la semaine sanglante du 21 au 27 mai, où les fédérés, comme on les a appelés, ont incendié des des bâtiments symbole de ce qu'on pouvait appeler à l'époque l'oppression versaillaise, ont été incendiés donc l'hôtel de ville de Paris, le palais de justice, mais pas que. Il y a eu aussi la préfecture de police, la cour de cassation et d'autres bâtiments. Alors, qui a allumé le feu dès le départ, ça, je me garderais bien de pouvoir le prouver. Alors après, c'est vrai que c'était une volonté des fédérés d'incendier des bâtiments symboliques, mais quant à celui qui a déclenché le feu, on peut légitimement penser qu'il y a des incendiaires des deux côtés. Je ferme la parenthèse. La difficulté, c'est que, et la catastrophe archivistique qui en est issue, c'est que
dans l'hôtel de ville et son annexe et dans le palais de justice de Paris figuraient les 2 collections de l'état civil parisien. Alors, c'est une perte considérable. D'après les travaux de la commission dont je vais parler tout à l'heure, et en se basant sur un nombre de pages types contenus dans un registre, c'est environ 8 millions d'actes d'état civil qui ont été perdus. Et 7300 registres de catholicité qui avaient été rassemblés à l'hôtel de ville par exigence de la loi du décret du 20 septembre 1792 sur l'état civil dont j'ai parlé tout à l'heure. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'à Paris, il y avait une tradition bien plus ancienne que celle de l'ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539 que de tenir des registres de baptême, puisqu'on retrouve dans certaines paroisses, dont Saint-Jean-de-Grève, des registres de baptême dès 1515, d'après les témoignages, et ces registres ont eux aussi disparu. Alors, je vous fais une rapide énumération de toutes les destructions qui ont eu pour conséquence les incendies. Donc, ont été détruits tous les registres antérieurs au 1er janvier 60 et conservés avant cette date dans les 12 mairies d'arrondissement. Donc, ils avaient été centralisés à l'hôtel de ville et donc ils ont disparu dans les incendies. Ceux de la décennie 60-70 qui n'étaient pas encore arrivés à l'hôtel de ville pour être centralisés ont été sauvés, eux, et sont consultables en ligne sur notre site internet des Archives de Paris. Ont disparu également les registres paroissiaux tenus depuis le règne de François Ier jusqu'en 1792, puisqu'ils avaient été rassemblés. Les registres d'état civil tenus par ce qu'on a appelé la période de la municipalité de Paris, entre 1793 et 1795, et également, j'en parlais tout à l'heure, les registres des communes entièrement annexés en 1860, puisque tous avaient été centralisés à l'hôtel de ville sur ordre du préfet Haussmann. Donc du coup, c'est une grosse perte avec en plus la collection versée au bailliage, c'est-à-dire au palais de justice. Alors, très vite, et on peut se poser la question sur cette rapidité, l'État va vouloir reconstituer, ou en tout cas redonner, un état civil aux Parisiens qui s'en trouvaient démunis. Dès juin 1871, Thiers, sur proposition du garde des Sceaux, fait travailler une commission extra-parlementaire composée de juristes pour élaborer une loi de reconstitution de l'état civil parisien qui va paraître dès le 12 février 1872, donc dans un temps record de travaux, et qui s'appellera tout simplement la loi relative à la reconstitution de l'état civil de Paris. Et donc, du coup, cette loi va proposer une méthodologie de reconstitution des actes d'état civil permettant à ces actes d'obtenir une valeur probante, la valeur probante sur l'état civil des personnes, officielle, authentique, cette valeur probante qu'ils avaient perdue dans l'incendie. La loi de 1872, elle prévoit des modes de reconstitution des actes d'état civil, 3 modes principaux. D'abord, la production d'extraits authentiques qui peuvent être retrouvés par les particuliers. Ça peut être n'importe quelle pièce, un acte de baptême que quelqu'un avait conservé chez soi, un extrait de registre hospitalier, un acte notarié que le particulier apporte à la commission de reconstitution ou envoie par la poste. Et c'est vrai que toute la France pouvait contribuer à cette collation de pièces. En plus, les frais postaux, dans ce cadre, étaient exonérés. Le deuxième mode de preuve, c'est ce qu'on a appelé par déclaration des particuliers. Alors vous allez me dire, est-ce que le particulier il venait à un bureau de la commission et puis disait « Oh, je suis né à Paris ». Non, il fallait qu'il joigne à sa déclaration toute pièce ou tout document rendant invraisemblable la date de naissance avancée. Donc en fait, on se rendra compte que
beaucoup de Parisiens voulant déclarer leur état civil vont le faire à l'appui d'une lettre du maire d'arrondissement qui avait enregistré la naissance ou le mariage à l'époque. Et enfin, la plus grande modalité en termes de volume de reconstitution de l'état civil, c'est ce qu'on a appelé la reconstitution dite d'office, grâce à un travail archivistique de fond et de tous les instants mené par le service de la reconstitution, rattaché à la commission de reconstitution créée par la loi. Donc c'est une équipe de 280 agents environ, donc venus de tous bords, qui vont s'attacher à littéralement, si je peux me permettre l'expression, fouiller dans toutes les archives possibles et inimaginables pour pouvoir reconstituer les actes d'état civil perdus. Donc ils vont s'appuyer sur toutes les sources existantes alors, que ce soit les sources hospitalières, les sources fiscales, les sources militaires, les sources judiciaires, bref, toute une équipe de fonctionnaires nommés qui va travailler dans une équipe de reconstitution pour pouvoir ériger de nouveaux actes qui seront validés par des commissaires. Alors, vous avez, dans le cadre de ces modalités, des circulaires d'application qui paraissent au fur et à mesure du temps. Et puis, ce qu'il faut noter, c'est que du coup, en matière organisationnelle, la commission de la reconstitution, elle fonctionne de la manière suivante. Il y a d'abord 46 commissaires qui siègent au Palais de la Bourse environ une fois par mois et qui sont pour la plupart des représentants de l'État, des juristes, et ensuite 4 personnels qualifiés désignés plutôt au sein de la préfecture de la Seine pour pouvoir assurer un équilibre politique, puisque en fait cette commission va se révéler aussi très politique. Dans la loi, il n'y a pas de durée de mandat pour les commissaires. On se rend compte que jusqu'en 1897, elle est assez pérenne et les rapports nous montrent que finalement, elle vit sa petite vie et que les seuls motifs de plainte sont les agents du service de la reconstitution dont je parlerai dans un instant et le manque de moyens. Alors, sur le plan méthodologique, donc, il y a donc, une organisation à 2 têtes. Et puis, comment se passe la reconstitution des actes? En fait, il y a donc au Palais de la Bourse le siège de la commission de reconstitution une fois par mois. Et ensuite, le service de la reconstitution a des locaux principaux à côté des commissaires, mais également des succursales dans les mairies d'arrondissement où les Parisiens peuvent apporter les actes à reconstituer. Et puis, les commissaires se réunissent environ une fois par mois pour valider les actes reconstitués. Donc ensuite, notamment pour les travaux de la commission de l'admission d'office, les actes sont collationnés dans des portefeuilles et des fichiers vont être élaborés pour constituer des clés d'accès. Ce sont des fiches alphabético-chronologiques par nature d'acte, naissance, mariage, décès, qui vont être conservés dans des petites boîtes et qui permettent d'identifier l'acte qui a été reconstitué en fonction de sa date, du nom, du type d'acte, naissance, mariage, décès. Et ces fichiers sont encore utilisés aujourd'hui aux archives de Paris. Ils sont même numérisés, ainsi que les actes officiellement reconstitués. Alors, l'ambition suprême de la reconstitution, c'était de reconstituer les actes en double exemplaire pour recréer l'exemplaire du palais de justice, mais c'était trop long et d'une certaine manière trop coûteux, donc ça n'aura jamais lieu. Et puis il y avait aussi une autre ambition, c'était d'établir des véritables tables décennales, comme cela s'est fait par la suite. Mais là aussi, financer les tables était constitué comme trop coûteux. Et donc, du coup, la préfecture de la Seine a dit à la commission de reconstitution, on se contentera des fichiers. Donc, du coup, la commission de reconstitution fonctionne de cette façon et s'appuie énormément sur le travail du service de la reconstitution qui, dès la fin de la première année,
comporte environ 282 agents. Ce sont des fonctionnaires de tous bords, recrutés à la va-vite, sans parfois être extrêmement qualifiés et qui sont extrêmement décriés d'après les rapports de la commission de reconstitution, dans leur mauvaise attitude, dans parfois on parle de leur fainéantise, etc. Mais on se rend compte au travers de l'analyse des rapports qu'il y a des opinions politiques diamétralement opposées parfois entre les commissaires et les agents du service de la reconstitution, les commissaires étant au service nouvellement mis en place, alors que du pouvoir nouvellement mis en place au sein de l'État, alors que les agents de la commission de reconstitution sont eux encore fidèles à certaines idées monarchistes ou bonapartistes, ce qui crée beaucoup de conflits. On décide aussi en 1881 de rattacher officiellement le service de la reconstitution aux archives de la Seine. Alors vous me direz, tant mieux pour les archivistes, et puis c'est un travail archivistique qui est mené d'une certaine manière, et on pourrait dire que c'est fait dans un but principalement scientifique. Pas que, c'est aussi une manière pour la préfecture de la Seine de garder la main mise par rapport au pouvoir central sur quelque chose qui apparaît à certains moments comme le représentant des crispations politiques. Ce qui, au niveau des paradoxes, ce que l'on peut noter, c'est que Marius Barroux, qui sera archiviste de la Seine et qui va rédiger un guide sur l'état civil qui va faire autorité, pour des raisons politiques, va encadrer le service de reconstitution, mais ne siégera jamais en tant que commissaire à la commission de reconstitution. Malgré tout, ce service de la reconstitution mène un travail très fort, appuyé par des initiatives qui vont sans doute être très utiles, notamment le déclenchement d'un recensement exceptionnel dans tout Paris pour aller à la rencontre des Parisiens, pour les inciter à donner des actes ou à déclarer leur état civil. Et ce recensement devait être également mené dans toute la France par l'intermédiaire de fonctionnaires envoyés, mais on s'est rendu compte qu'il y avait quand même des décalages entre le recensement parisien qui a plus ou moins bien fonctionné et des lenteurs en province. Malgré tout, le travail avance et c'est principalement le travail d'admission d'office des actes qui va être particulièrement important. Et donc du coup, ils vont permettre de reconstituer environ 2 millions et demi d'actes, avec principalement le travail de la reconstitution d'office pour la majorité des actes reconstitués. Dans un deuxième volume, c'est l'érection de documents originaux au rang d'actes d'état civil, c'est-à-dire d'extraits authentiques retrouvés, qui va permettre de reconstituer ces actes. Et puis dans un volume moindre, les reconstitutions par voie de déclaration. Malgré tout, arrivé en 1897, la commission faisant régulièrement polémique sur ses lenteurs, sur sa vocation administrativo-administrative, il y est mis fin parce qu'elle est jugée dans des rapports notamment trop coûteuses, et du coup cette expérience de reconstitution à valeur probante s'arrête. Pour autant, les archivistes de la Seine ne vont pas cesser d'y travailler à la reconstitution de l'état civil en se départissant de la valeur probante, puisque la loi n'est plus là pour les soutenir, mais dans un premier temps vont être à l'initiative d'archivistes ou d'érudits historiens reconstituer des actes dans un angle analytique plutôt prosopographique autour de certains métiers, notamment les orfèvres, notamment des nobles ou d'autres professions comme ça, où ces personnes vont faire des recherches autour de certaines personnalités pour pouvoir reconstituer leurs actes d'état civil, et ces actes vont être conservés aux archives de la Seine. Et puis, à partir de 1941, au XXe siècle, le directeur, M. Vaudefaultier, va entreprendre une deuxième reconstitution de grande envergure qui va
permettre de reconstituer pas loin d'1 million d'actes supplémentaires au travers d'une reconstitution systématique, mais sans valeur probante. Au travers des actes qu'il va reconstituer, il va surtout créer un fichier d'accès qui a une valeur supplémentaire par rapport à la reconstitution officielle. C'est que ce fichier d'accès, lui, présente les sources des actes, que ce soit des dons, que ce soit des actes reconstitués à travers d'autres sources présentes aux archives de Paris, ça peut être des sources fiscales ou autres, et que ce soit des renvois vers des sources extérieures qui auront été dépouillées par les archives de la Seine, permettant de reconstituer des actes. Ce travail d'envergure va durer jusqu'en 1958, mais il va être repris par les différents archivistes de la Seine jusqu'en 2022, essentiellement en collectant des actes qui vont être envoyés par des particuliers. Et puis nous avons décidé d'arrêter cette reconstitution, non pas parce que nous venions contre, mais parce qu'elle se faisait plus rare et parce que l'état civil aujourd'hui a profondément évolué. Donc nous avons décidé que la reconstitution était le symbole aussi d'une époque et d'un événement. Donc nous avons fermé officiellement le travail de reconstitution. Bien sûr, nous ne sommes pas complètement fermés aux pépites qui pourraient nous parvenir et nous continuons à les classer cependant. Ce qu'il faut retenir dans cette expérience, je crois, et puis ce sera ma conclusion, c'est que d'abord, très vite, la prise de conscience de la perte de la valeur probante va être très forte au niveau du pouvoir central. Alors, on peut discuter de cette prise de conscience. Est-ce que c'était une manière pour le pouvoir nouvellement mis en place de s'accaparer politiquement l'état civil des Parisiens, de s'accaparer une certaine forme de contrôle? C'est à discuter. Et puis, il faut noter l'implication permanente d'un travail archivistique, d'archivistes, j'allais dire, amateurs ou désignés comme tels en tant qu'agents de la commission de reconstitution, mais aussi l'enjeu d'archivistes formés qui vont travailler aux archives de la Seine, qui vont mettre aussi du temps à se professionnaliser. Les archivistes professionnels aux archives de la Seine arrivent tardivement et vont s'attacher à ce travail documentaire et historique d'envergure qui va permettre de redonner un état civil perdu pour une expérience assez unique en France. Donc le travail archivistique est au cœur de cette problématique. Je vous remercie. Merci Boris Dubuis pour cette intervention très intéressante. Est-ce que vous avez des questions, puisqu'on a un petit peu de temps? Je me permets juste de vous dire que l'état civil de la première reconstitution officielle a été entièrement numérisé et est entièrement accessible sur le site internet des Archives de Paris dans la rubrique État civil, avec les fichiers de clés d'accès qui renvoient vers les actes. Et la particularité de ces actes d'état civil reconstitués, c'est qu'ils sont sous forme de mini-dossiers permettant de savoir comment ils ont été reconstitués. Donc il y a quand même un mini-sourçage de la reconstitution qui peut être mise en œuvre avec notamment les dossiers de déclaration. Alors on retrouve des personnalités d'envergure. Par exemple, on a l'acte d'état civil reconstitué de Georges Sand par déclaration de sa mère. Donc voilà, c'est un travail qui a été effectué. Et la deuxième reconstitution, à l'initiative du directeur Wout Foltier, est aujourd'hui accessible en version papier, mais va être numérisée dans les prochains mois. Donc Pascal Legrand, j'ai une question, je suis ici. Pour la deuxième reconstitution, je voulais savoir si elle s'est appuyée sur les actes notariés du Minutier central de Paris qui a été créé en 1928 par Émile Coyec, et savoir si c'était une des sources qui potentiellement, si ce n'a pas été le cas, que c'est une source qui a
qui peut produire ces effets. Et tout à fait. Je ne l'ai pas évoqué, mais ça fait partie des sources qui ont permis la deuxième reconstitution. Les archives notariées, le minuté central à l'initiative d'Ernest Coyec, qui a été lui-même archiviste de la Seine. Et au départ, je ne vous cache pas qu'Ernest Coyec voulait que le minutier soit aux archives de la Seine et que c'est des raisons politiques qui ont fait qu'aujourd'hui le minutier soit aux archives nationales, mais sur les choses de laquelle je ne m'étendrai pas. Mais effectivement, parmi les sources de la deuxième reconstitution, mais aussi de la première, même si on a moins de sources permettant de le prouver, les actes notariés, les placards qui peuvent être centralisés auprès du minutier ont largement servi à la deuxième reconstitution. Oui, bonjour. Bonjour. Je suis là, complètement sur votre droite. Non. Je vous vois. Voilà. Je voulais juste avoir un commentaire de l'image que vous avez choisie pour votre présentation. Pour l'image qui est ici en page de couverture, eh bien, c'est justement le fameux fichier d'accès à la première reconstitution officielle qui a depuis été numérisé. Donc au départ, ils ont été collationnés dans ces petites boîtes. Alors, ces boîtes que vous voyez là ne sont pas forcément les boîtes d'origine, mais les fiches, elles, le sont. Donc c'est des fiches de petit format. Alors il y avait 3 séries de fichiers, le fichier des actes de naissance, le fichier des actes de mariage et le fichier des actes de décès. Et par la suite, en fait, vous avez un ordre alphabétique des noms qui permettent de retrouver si l'acte a été reconstitué. Et donc, ce qui veut dire que si vous trouvez une fiche, ça veut dire qu'il y a un acte derrière. Et que c'est ce qu'on dit à nos lecteurs, s'il n'y a pas de fiche, ça veut dire que l'acte n'a pas été reconstitué. Merci bien. Merci. Il y avait une autre question. Émilie Fromont, je suis responsable des archives médicales dans un centre hospitalier. C'est juste une remarque, ça me fait plaisir personnellement. Du coup, vous mentionnez les archives, les registres hospitaliers comme source, et les archives hospitalières en général, je trouve depuis que je suis sur son poste, sont assez décriées. Et du coup, ça montre une fois de plus l'intérêt qu'il peut y avoir sur ces archives qui restent des archives, comme tout autre type d'archives. Et c'était juste une remarque. Merci. Je vous appuie parce que le personnel du service de la reconstitution, qui dans les rapports a quand même été très décrié. Alors je pense que c'est plutôt pour des raisons politiques qu'autre chose, mais bon. Et en fait, il y a eu vraiment un travail archivistique de la part de personnes qui n'étaient pas des archivistes professionnels dans la commission de reconstitution pour beaucoup d'entre eux. Et beaucoup sont allés fouiller dans les archives hospitalières pour pouvoir reconstituer d'office les actes perdus. Donc oui, les archives hospitalières, dans ce cas précis, ont été particulièrement précieuses. Merci. C'était vous. Oui, vous avez évoqué les clivages politiques, enfin en tout cas les tensions qu'il pouvait y avoir entre l'équipe dirigeante et les petites mains. Est-ce que ça s'est accompagné finalement d'une approche différente de la question même des archives? Ça, c'était le premier aspect. Deuxièmement, est-ce que finalement ça a été aussi un enjeu médiatique avec une répercussion et quel a été le suivi finalement par alors j'allais dire les médias, à l'époque c'est les journaux, et finalement quel était le retentissement auprès de l'opinion, et est-ce qu'elle a suivi ces critères politiques? Alors, je ne pourrais pas, je n'ai pas de source suffisamment étayée pour voir comment ça a été relayé dans l'opinion. Ce que je sais, c'est que quand on dépouille les rapports des conseils municipaux sur l'avenir de la reconstitution, le service de la reconstitution peut être particulièrement décrié sur son attitude, j'allais dire... on les considère souvent comme de mauvais travailleurs, des gras de papier, etc. Et on déclare que
la commission, le service de la reconstitution n'est pas populaire parce que on ne voit pas assez d'actes qui sont apportés. On dit que les travaux ne génèrent pas suffisamment d'effets, et c'est par moi les rapports du conseil municipal que j'ai pu voir cette tension, ces clivages et ces frottements. Après, le retentissement dans la population au travers d'une presse, je n'ai pas eu le temps de m'y pencher, donc je ne saurais trop vous répondre. Mais en tout cas, l'espèce de dénigrement à certaines périodes, alors pas tout le temps, mais je pense que au moment où peut-être les conflits politiques sont en jeu, il y a effectivement matière à appuyer sur les choses qui ne fonctionneraient pas assez ou pas bien. Et c'est principalement au travers des débats du conseil municipal que je les ai analysés. Une dernière question, le temps que notre prochain intervenant se connecte. Mathieu. Bonjour. Bonjour. Petite question qui vient en complément de celle à laquelle vous venez de répondre. Au-delà des rapports ou enfin des informations que vous avez tirées des conseils municipaux, est-ce qu'il y a des rapports qui rendent compte de l'avancée des travaux? Et est-ce que entre 1872 et 97, j'imagine qu'il y a plusieurs personnes qui succèdent à la tête de cette commission? Pour dire les choses autrement, est-ce qu'on peut faire l'histoire du travail de la commission à partir des archives qu'elle aurait elle-même produites? Oui, il y a un fonds entièrement dédié au fonctionnement de la commission, conservé aux archives de Paris, et qui contient des rapports, alors qui n'ont pas tous été collectés, hein, mais qui existent et qui permet d'identifier des présidents. C'est plutôt des présidents de section plutôt que des présidents. Il n'y a pas véritablement de président unique, enfin, ça dépend. Mais en tout cas, il y a un fonds qui a été inventorié et qui est disponible aux archives de Paris, et puis des rapports. Mais le rapport, je serais tenté de dire le plus intéressant, bon après c'est une question de point de vue, en tout cas il ne faut pas le négliger, c'est le rapport qui a été dressé en fin d'exercice de la commission, là où finalement il a été décidé d'y mettre fin. Et ce rapport, lui, est conservé aux archives nationales, et il est aussi extrêmement riche pour récapituler tout le travail effectué par la commission. Je vous remercie. On peut l'applaudir. Merci à tous.